3, 2, 1. Parfois, dans le courant des jours ordinaires, qui passent et qui peuvent se répéter, on vit de petites aventures imprévisibles dont on aime ensuite faire le récit à nos connaissances. C'est par exemple la fois où vous avez grimpé tel arbre pour secourir un chat au poil cendré. Et ça peut être aussi la fois où vous avez couru le long de 5 kilomètres en faisant un énorme détour parce que vous avez cru qu'un individu dangereux vous poursuivait tandis que vous rentriez chez vous. Chacun tient son lot de petites anecdotes sur sa vie qu'il aime raconter pour marquer les esprits des autres et se faire valoir à leurs yeux. Il arrive que l'on soit tenté, lorsqu'on raconte quelque chose qui nous est arrivé, d'arranger à notre sauce l'histoire qu'on est censé avoir vécue. Un caniche nain nous a aboyé dessus et nous a fait peur. Mais l'on va raconter plus tard qu'un dog allemand nous a sauté dessus et que l'on s'en est sorti qu'en le terrassant au bout de notre courage. Pourquoi? Oui, pourquoi il est tentant d'arranger sa propre vie quand on la raconte ensuite? C'est comme s'il était difficile de ne pas admettre qu'une vie a besoin d'être extraordinaire pour qu'elle soit digne d'être intéressante pour les autres. Il existe une tentation très répandue de réinventer sa propre vie quand on la raconte. On entend tellement d'histoires incroyables autour de nous, traversées d'un héroïsme spectaculaire qu'on ne se sent parfois plus à la hauteur lorsqu'on considère sa propre vie. C'est là que naît ce qu'on a déjà appelé, en cours d'année, l'affabulation. Affabuler, c'est rendre le récit de sa vie spectaculaire à tout prix, au mépris des faits véridiques. Avançons un peu plus vers notre domaine d'intérêt aujourd'hui, l'article de journal. N'avez-vous jamais remarqué les couvertures de certains journaux, de certaines revues, sur les panneaux de kiosques, dans les couloirs de gare? On y lit régulièrement des gros titres comme l'impossible vérité, les terribles révélations sur son enfant, elle a frôlé la mort, la tragédie des voisins, il saute du 5e étage et s'en sort indemne. Ces gros titres ont une fonction, attirer notre curiosité. On est curieux de savoir ce qu'est cette terrible vérité, ce que sont ces terribles révélations. Il y a des chances pour que l'on soit déçu, mais bon. Sur quel mode fonctionnent ces gros titres? On ne dira pas qu'ils mentent. Il est certain qu'ils exagèrent. Ils transforment la réalité en quelque chose de plus impressionnant, qui frappe le plus fort possible nos esprits. On dira que ces gros titres sont dramatisés. Ils utilisent le procédé de la dramatisation. La dramatisation, c'est la notion que l'on aborde aujourd'hui, que l'on va tâcher de définir en s'appuyant sur un support spécifique, l'article de presse. En effet, on s'intéresse en ce moment plus précisément au rapport qu'entretiennent le journalisme et la vérité. C'est une relation très problématique. On pourra se mettre d'accord sur le fait qu'un lecteur est censé pouvoir accorder sa confiance à ce qu'il lit dans les journaux. Le journaliste qui écrit tel article a l'obligation de se conformer à des faits véridiques, sur lesquels il a mené des recherches approfondies. D'un autre côté, il existe une forte concurrence entre les différents journaux, qu'ils soient télévisés, imprimés ou mis en ligne. L'argent est un enjeu majeur, peut-être l'enjeu principal. Un journal doit rapporter de l'argent. Il doit avoir du public et le garder. Et qu'est-ce qui peut attirer parmi d'autres moyens ce public? Une certaine manière de traiter l'information. Je crois qu'il faut admettre que plus un événement est raconté de manière spectaculaire, plus il attire le public. Ça l'excite d'une certaine manière, ça lui procure des émotions plus fortes, ça le sort du quotidien plus banal. Pour mieux vendre un article de journal, pour qu'il attire plus de public, un journaliste peut utiliser la dramatisation. C'est une manière, disons, d'augmenter la réalité de l'événement qu'on relate, de l'exagérer pour couper le souffle de celui ou celle qui découvrira le reportage de ce journaliste
qui dès lors n'en est plus vraiment un, parce qu'il rompt le pacte de confiance. Il abandonne la vérité pour notamment se faire plus de fric. Passons à la mise en application de cette dramatisation qu'on rencontre, me semble-t-il, très fréquemment dans l'univers de la presse et de l'information. C'est en sachant manier la dramatisation des faits que vous deviendrez plus sensible dans son repérage chaque fois que vous fréquentez des médias d'information. Si vous-même, vous maîtrisez la dramatisation, c'est-à-dire la mise en spectacle du réel, vous deviendrez plus sensible à son existence dans le domaine médiatique. Cela ne doit pas vous conduire à penser que ce qu'on nous raconte dans les journaux est toujours dramatisé, est toujours faux. Ce serait un gros préjugé, ce serait manquer d'esprit critique. Non, la tâche vous reviendra de disposer des outils pour bien sentir quand un journaliste vous trompe en arrangeant les faits qu'il raconte et quand un journaliste, au contraire, est digne de confiance parce qu'il entretient un rapport sain avec les faits qu'il raconte. Quand bien même ces faits n'ont rien de spectaculaire, n'ont rien d'inouï. Aujourd'hui, on va s'entraîner à traiter des faits en quelque sorte bruts, qui pourraient servir de prétexte à un article de presse et qui, tels quels, n'ont rien de foufou, n'ont rien de très spécial. Ces faits, on va décider de les dramatiser, comme si l'on travaillait pour un journal qui se vend bien, parce qu'il regorge d'histoires complètement dingues. On va incarner en quelque sorte un journaliste peu scrupuleux. L'activité d'écriture consistera à fabriquer un article dramatisé à partir de faits qui n'ont rien de spectaculaire. Je rappelle encore que dramatiser, c'est exagérer. C'est rendre un récit plus impressionnant, lui injecter du suspense et de l'héroïsme et de la morale. Vous entendez souvent que les histoires s'inspirent de la vraie vie. Eh bien, je peux vous assurer que les vraies vies qu'on nous raconte s'inspirent aussi très souvent des romans, des bandes dessinées ou des films. Je vous ai préparé un exemple pour que vous vous rendiez bien compte de ce que j'attends. Mettons-nous, pour présenter l'activité du jour, dans la peau d'un ou d'une journaliste quelconque qui gagne sa vie pour le compte d'un journal d'information bien diffusé. Disons que ce journaliste est en déplacement dans une ville du bord de mer pour couvrir un événement important, sportif ou autre. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Un matin, tandis que ce journaliste longe la plage, il entend les cris de deux enfants, un garçon et une fille. Il tourne la tête et voit dans l'eau les deux enfants qui s'agitent. Sont-ils en situation de noyade? Notre observateur ne le devine pas depuis sa position. Sur le rivage, à 15 mètres des enfants, une femme, dont le teint de peau pourrait nous suggérer qu'elle a des origines africaines, même si l'on ne peut en être sûr, se tient à l'arrêt. Elle porte sa main en visière pour mieux comprendre la situation de ses enfants. Quand elle ôte ses sandales, on comprend qu'elle s'apprête à venir en aide aux enfants. Elle court et plonge dans la mer et très vite rejoint les enfants. Le journaliste est maintenant sur la plage. Plus près de la scène cependant qu'il sort son appareil photo. La femme adulte et les deux enfants reviennent vers le rivage tranquillement. Les enfants nagent seuls, sans aucune aide. De plus près, ils ont l'air sereins. Les trois sortent de l'eau. Le journaliste court vers eux en s'écriant « Tout le monde va bien ?»« Waouh, sacré sauvetage !» Les enfants froncent les sourcils et la femme répond « Sauvetage? Mais quel sauvetage? J'ai cru que mes enfants étaient en danger. Ils ne l'étaient pas, ils jouaient. Je leur ai quand même dit de revenir sur la plage parce qu'on doit aller faire les courses maintenant. » Et la mère et ses enfants laissent le journaliste en plan, sans même lui dire au revoir. 5 jours plus tard, un article paraît en première page du quotidien pour lequel travaille ce même journaliste, avec pour gros titre « Une immigrée clandestine sauve 2 enfants d'une mort certaine, récit d'un acte héroïque ». On voit dans le métro plein de gens plongés dans la lecture de cet article. Voici son contenu. Mardi dernier, en plein milieu de la nuit, et tandis qu'un orage grondait, les habitants de Rincy-Plage ont été réveillés par des cris qui transperçaient les murs de toute la détresse du monde. Des hommes et des femmes ont alors enfilé peignoirs et chaussons pour mettre le nez dehors afin de comprendre d'où provenaient ces cris. Ils venaient de la plage. Grâce à l'éclairage continu du bord de mer, ce qu'ils ont vu les a toutes et tous terrifiés.
2 enfants étaient en train de se noyer, seuls dans la mer, à 30 mètres au moins du rivage. Les vents puissants agitaient l'eau et de grosses vagues déferlaient vers le rivage. C'était une atmosphère de déluge, presque de fin du monde. Tout le monde levait les bras, d'impuissance et d'effroi. Quelqu'un allait-il avoir le temps d'intervenir? Une femme ne s'est posé aucune question et a plongé dans l'eau froide pour sauver, au plus fort de son courage et au péril de sa vie, nos 2 petits innocents que l'océan, le démoniaque océan, allait avaler. De retour sur le rivage, avant l'arrivée des pompiers, c'est encore cette même femme qui a pratiqué de miraculeux exercices respiratoires pour rendre la vie aux 2 bouts de chou. Les gens du voisinage, regroupés pour beaucoup autour de la scène héroïque, ont ressenti un immense soulagement lorsque nos 2 bouts de chou ont éternué de retour à la vie. Votre reporter a été le premier à interroger sur le vif l'héroïne du jour, alors qu'elle reprenait elle aussi son souffle sous les applaudissements du public. Il s'avère que c'est une femme qui est venue récemment d'un pays d'Afrique en proie à la guerre civile et qu'elle n'a pas de titre de séjour en France. Elle ne parle pas encore très bien notre langue, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle mérite très rapidement d'obtenir un titre de séjour. Qu'attend l'État français pour la récompenser? Pour l'instant, je peux néanmoins vous assurer qu'elle a trouvé un abri grâce à la clémence des gens du coin. Et les 2 enfants, comment vont-ils? Ils vont bien, heureux d'être sains et saufs. Très vite, nous vous raconterons leur destin extraordinaire, car nous avons appris, en exclusivité, que ces 2 enfants avaient échappé d'un orphelinat qui risque de devenir tristement célèbre pour les actes de torture qui commettent des adultes qui se montrent bien sous tout rapport, mais qui sont en fait les disciples du mal. C'était Marco Tricot pour le petit rincéen. Que s'est-il passé entre les faits et le récit qu'en donne notre journaliste fictif dans son article? Eh bien, il s'est opéré ce qu'on appelle une dramatisation. À partir de faits véridiques, mais sans beaucoup de relief narratif, on a cuisiné une histoire qui certes s'inspire de faits réels, mais ressemble bien plus à un roman. Quels procédés d'écriture, quelles techniques sont utilisées pour produire cette dramatisation? Les techniques de l'exagération, premièrement. On amplifie la réalité. Un journaliste qui dramatise n'essaie pas forcément d'être cohérent. Il essaie surtout d'être impressionnant, de faire en sorte que les lecteurs ressentent des émotions fortes. On ne dira pas que les enfants n'étaient plus en sécurité, on dira qu'ils étaient en danger de mort imminente. On ne dira pas que celle qui soi-disant les sauve, ces enfants, disposait d'un certain courage, on dira qu'elle représentait la plus grande héroïne des temps modernes. Si vous dramatisez de cette manière, n'hésitez pas à abuser des adverbes comme héroïquement, extraordinairement, dangereusement, et des superlatifs comme le plus courageux, le plus violent, le moins banal. Une deuxième chose importante quand on dramatise, c'est de chercher ce qu'on appelle l'édification du lecteur ou du spectateur. Et c'est quoi l'édification? C'est quand je réussis, grâce au récit d'une histoire peu banale par exemple, à faire passer un message moral à celui ou celle qui m'écoute. Dans ce qui nous a précédemment servi d'exemple, dans la version dramatisée de l'histoire du sauvetage en mer, le journaliste utilise aussi la dramatisation pour faire comprendre à ses lectrices et à ses lecteurs qu'il est, selon lui, et je dis bien selon lui, nécessaire de mettre particulièrement en avant les individus qui font preuve de plus de courage selon une certaine idée du mérite, n'auraient d'importance que ceux et celles qui se sont mis en valeur par leurs actes héroïques. Le problème, c'est qu'on est alors très loin d'une information fiable. La vérité est bafouée. Aujourd'hui, beaucoup de personnes soucieuses de la qualité des informations transmises dans les journaux font la chasse aux faux journalistes qui font n'importe quoi avec les faits réels. Il existe des cas où des articles mensongers ont des conséquences graves. Imaginez qu'un journaliste prétende qu'un assassin rôde dans telle ou telle ville. Les habitants de cette ville s'inquiéteront, se suspecteront les uns les autres. Toute leur attention pourrait être détournée à cause d'un effet de dramatisation qui n'aurait eu pour fin ultime que de faire gagner de l'argent au propriétaire du journal en question. Et c'est à vous de jouer. Voici des faits très banals pour fabriquer votre propre article riche
En dramatisation, Camille, 14 ans, a passé 3 jours dans un arbre et refuse d'en descendre. Voici des faits. Vous êtes un ou une journaliste en attente de célébrité. Vous décidez de construire à partir de cette toute petite affaire un reportage qui marquera l'esprit de vos lectrices et de vos lecteurs. Utilisez la dramatisation, c'est-à-dire l'exagération, l'amplification des faits, pour produire votre propre texte, article de journal, et matinez-le d'un brin d'édification, c'est-à-dire d'un discours moral. Produisez un article d'une quinzaine de lignes, à la manière de l'exemple que je vous ai donné précédemment. Je vous dis bon courage, à tantôt.